dimanche 11 mars 2018, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission. La vraie version de ce dimanche est donc délocalisée. Vous pouvez donc déjà le constater à travers le décor. Nous sommes bel et bien ici à Porto Novo, au cabinet de notre cher ami Victor Semassa. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Avec vous, nous allons parler aujourd'hui de la crise sociale. Le torchon brûle toujours entre le gouvernement et les syndicalistes. Nous allons évoquer également la lutte contre la corruption sur le régime Talon. On va évoquer également la construction de la voie Porto Novo à Pro-Misrete, sans oublier le développement de la ville de Porto Novo, la gestion qui est faite actuellement au niveau donc de cette ville. Chers invités, une fois encore, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, monsieur le journaliste. Dites-nous, le torchon brûle depuis quelque temps entre les syndicalistes et le gouvernement. Quelle est votre appréciation? Évidemment, nous constatons que depuis un certain moment, ça ne va pas très bien entre le gouvernement et les centrales syndicales. Je crois que c'est une situation qui n'arrange aucun Béninois et autant que nous sommes parents d'élèves béninois, acteurs du développement, nous devons souhaiter que rapidement une solution soit vite trouvée à cette situation pour le bonheur de notre pays. Donc je crois que et les syndicats et le gouvernement doivent s'attendre, prendre des résolutions responsables pour que très vite nous pouvons tourner au passé ce qui se passe aujourd'hui et qui n'honore guère le pays encore moins de Béninois. Aujourd'hui, les enfants sont sacrifiés. Absolument. Les enfants sont à l'école. Les enfants sont à l'école et cela a des conséquences perverses, comme vous le savez bien. À l'école ou à la maison? Aussi bien à l'école qu'à la maison. Parce qu'il y a des enfants qui quittent la maison pour aller en ville, pour se constituer en groupe de voyoucrasie, de délinquance et consorts. Tout cela aura certainement des conséquences fâcheuses et négatives sur le développement futur de notre pays. Donc quand on prie ensemble tous ces phénomènes, je crois qu'il va falloir que chaque parti puisse faire un effort pour renoncer un peu de soi afin de voir comment faire pour que l'accord puisse être vite trouvé pour le bonheur du Bénin. Aujourd'hui, on constate que les syndicalistes ne veulent pas démordre, le gouvernement également. Qu'avez-vous à dire à l'endroit des deux partis aujourd'hui? Je voudrais rendre un hommage aux syndicalistes de notre pays. Depuis l'avènement de l'indépendance de notre pays, toutes les crises sociales dans ce pays ont été l'affaire des syndicalistes. En 1963, je vois le feu Théophile Paoluti avec la chute du président Magar, je vois tout cela, etc., etc. C'est des choses, ils ont joué des rôles déterminants pour le développement du pays. Tout près de nous, en 1990, lorsque le pays était totalement paralysé, c'est les syndicats qui ont joué un rôle important. Je voudrais rendre un hommage au professeur Paulin Routondi, au Léopold Dessous, paix à leur âme, et disons à ce comité de liaison, lorsque le pays était paralysé, lorsque les écoles étaient fermées, lorsque les enseignants étaient obligés de dire qu'ils avaient arrêté de travailler parce que la craie était tombée de leurs mains. Je voudrais rendre hommage à tous ceux-là, les Christès Monogévert, tout cela, etc. Mais je voudrais dire que toute crise finit toujours par une négociation et une entente. Moi, je comprends très bien les syndicalistes, mais ils n'ont qu'à voir que ce qu'ils veulent est peut-être fondé, c'est légitime, mais il faut aussi voir le contexte actuel de notre pays. Il faut voir le contexte actuel et voir si nous disposons effectivement des ressources nécessaires pour satisfaire aux besoins. Moi, je ne suis pas dans le gouvernement, je ne suis pas au ministère des Finances pour connaître la situation réelle des finances publiques de notre pays, mais ce que je sais, lorsqu'il y a véritablement les moyens, tout président qui s'est engagé pour diriger un pays, je ne vois pas les raisons pour lesquelles il refuserait de ne pas satisfaire aux doléances des syndicats. Donc, je voudrais exhorter les syndicalistes à prendre un peu de recul pour analyser la situation de façon concrète et responsable. Parce qu'après tout, il y a leurs enfants qui sont concernés. Il y a les enfants des pauvres qui sont concernés. Il y a tous les Béninois qui sont concernés. Notre pays est un pays qui n'a pas
de gisements, nous n'avons pas le pétrole, nous n'avons pas des ressources du sous-sol, nous n'avons pas des choses importantes. Pas de richesse, on n'a pas de richesse. Nous n'avons que le peu là. Et moi, je voudrais exhorter les syndicalistes. Ils ont raison certainement. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Je voudrais leur demander de voir le gouvernement. Il est vrai. Lorsque nous suivons les comptes rendus, nous les écoutons à la télé, ils disent que le gouvernement ne respecte pas tout ça, tout ça. Je voudrais leur demander de voir effectivement et accepter des propositions concrètes, réalistes. Et par rapport à tout ce qui se passe, moi je voudrais les exhorter à une nouvelle forme de syndicalisme. Vous savez, nous avons aujourd'hui plus de 1000 milliards comme budget voté par le gouvernement. Mais chaque ministère gère son budget. Et ce budget est géré par les hommes. Il faut que les syndicalistes aujourd'hui s'intègrent dans la gestion ministérielle des budgets. Nous sommes au Bénin. Hein? Non, ce que je voudrais dire par là, c'est quoi? Il faut que les syndicalistes voient effectivement la qualité de la dépense. Ce qui permettrait de faire des économies. Et lorsque, par exemple, je prends un ministère qui a 14 milliards comme budget, et qu'avant on achetait des choses qui n'avaient pas d'importance, on faisait ci, on faisait ça, etc. Et que les syndicalistes aujourd'hui vont s'interférer pour dire, nous voulons voir, est-ce que le répertoire des prix est respecté? Est-ce que ce qu'on achète là est nécessaire? Est-ce que c'est des dépenses licites? Et lorsque tout cela va être fait, et que nous allons faire, le ministère va faire une économie, je pense, de 4, 2, 3 ou je ne sais combien de milliards, ces milliards-là, on peut les utiliser pour satisfaire les revendications des syndicalistes. Plutôt que ces milliards servent à quelques individus qui en font ce qu'ils veulent. Il nous faut une autre alternative. Il nous faut une autre façon, une autre vision du syndicalisme. Moi, je crois que ce qui est fondamental, c'est de voir la réalité. Parce qu'en toute chose dans la vie, ce qui importe, c'est la réalité. Lorsque nous ne tenons pas compte du réel, nous ne pouvons pas avancer. Et ce qui est important, c'est le réel. Car le réel, comme le disait Bachelard, n'est pas ce qu'on pouvait penser, n'est pas ce qu'on pouvait croire, mais ce qu'on aurait dû penser. Il faut que désormais nous puissions faire l'effort de voir réellement les choses pour pouvoir avancer de façon sérieuse. Et dans ce chapitre-là, qu'avez-vous à dire alors à l'endroit du chef de l'État? Parce que c'est un bras de fer qui ne dit pas son nom entre les deux camps. Peut-on parler d'une face cachée entre les syndicalistes et le gouvernement? Vous savez, moi je dis toujours que le chef de l'État a tous les moyens pour régler le problème. En faisant quoi? Vous savez, c'est l'homme à qui Dieu a tout donné aujourd'hui. C'est l'homme qui a le dernier mot. C'est lui qui connaît la physionomie réelle du pays. Vous savez, dans la vie, dans nos familles, dans nos couples, parfois nous sommes en face à des difficultés énormes. Et il n'y a pas possibilité de dialogue. Parfois, c'est la femme qui engage, parfois c'est l'homme qui engage. L'homme n'est qu'un qu'à genoux, disait l'autre. Moi, je voudrais exhorter le chef de l'État à faire un effort, un véritable effort. Il peut ne pas donner aux syndicalistes ce qu'ils veulent. La totalité. Il peut même leur donner zéro. Mais il faut qu'ils trouvent le moyen, le style de communication pour pouvoir, disons, les percer et les pénétrer. Donc, il y a un problème au niveau de la communication. Il y a un véritable problème au niveau de la communication. Vous voyez, aujourd'hui, les syndicalistes parlent beaucoup. Et lorsqu'ils parlent et que vous n'avez pas, disons, la réalité des choses, vous leur donnez raison a priori. Je prends par exemple le salaire des politiques. Un décès aujourd'hui à 2,3 millions. Vous voyez, moi je vais vous donner mon point de vue. J'ai beaucoup de respect pour les syndicalistes. C'est des gens que je respecte beaucoup. La lutte qu'ils font, c'est d'abord notre lutte à nous. 2,3 millions, c'est pas trop. C'est la lutte que font ces syndicalistes-là, c'est la lutte de tous les Béninois. Parce que lorsqu'ils font leur lutte, ils parlent de relèvement du SMIC, ils parlent du panier de la ménagère. Ça veut dire quoi? Moi-même qui parle, je dois toujours tirer quelque chose, même si je ne suis pas un acteur direct de l'administration publique. Lorsque les DC gagnent 2,3 millions, ce n'est pas de l'argent, mais c'est aussi beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Lorsqu'on balance ça comme ça, on va dire, mais un professeur, Chadari dit que lui gagne 450 000. Moi, professeur Victor Semassa, en 1990, certifié, je gagnais 50 000. Ça fait 28 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, évidemment. 50 000 à l'époque, c'était important. C'était important. Avec ça, on a pu faire des choses. Aujourd'hui, il est vrai, il gagne 450 000, mais les réalités sont tellement dures
qu'avec 450 000, il ne peut pas faire beaucoup de choses. Si l'homme a plusieurs enfants, par exemple. Pas forcément avoir plusieurs enfants. Si l'homme veut se donner une qualité de vie, en tant que professeur, s'il va acheter des documents, s'il va essayer de se mettre au point, améliorer ses qualités, ses performances pour donner un bon rendement à ses apprenants, voyez-vous, il peut déjà consacrer un budget important pour l'achat des livres et consorts. Le reste, la vie est difficile, elle est chère aujourd'hui. Mais ce que je voudrais dire, lorsque je prends un décès, c'est l'homme qui quitte sa maison tous les jours autour de 6 heures le matin et qui ne rentre jamais avant 0 heure. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas une vie directe, mais qui a une vie donnée à l'administration. Deuxièmement, les conséquences collatérales, c'est quoi? Celui-là qui n'est pas à la maison, l'éducation de ses enfants, le suivi de ses enfants. Tout ça là, c'est déjà des problèmes. 2,3 millions, il y a aujourd'hui des chefs de projet qui sont à plus de 10 millions. Fixé, je ne saurais le dire, mais ce n'est pas fixé par le Bénin, fixé par les bailleurs directement. Fixé par les bailleurs. Je ne veux pas en donner. Je ne veux pas. Non, ce n'est pas. Non, mais évidemment, vous savez, ce n'est pas là le plus important. Mais ce que je voudrais dire, 2,3 millions pour un décès, ce n'est pas aussi alarmant. Parce qu'avant, qu'est-ce qui se passait? Les décès, ou du moins certains décès, n'allaient pas en mission, mais s'arrangeaient pour mettre leur nom sur les fiches de mission pour gagner de façon frauduleuse de l'argent. Vous utilisez ce que vous dites. Mais évidemment, tout le monde connaît ça dans le pays. Et c'est parce que le président Talon sait que des choses comme ça se passaient qu'il a essayé de faire le point pour faire un salaire global. De ce point de vue, moi, je le félicite pour ça. Je le félicite parce que avant, c'est ces décès-là où SGM et consorts, tous ces messieurs-là, qui s'arrangeaient pour créer des entreprises par personne interposée, tout juste pour arranger et arrondir les fins du mois. Mais lorsque le président a fixé 2,3 millions, le président doit être aussi dur. Lorsqu'il va apprendre qu'un décès s'est arrangé pour mettre son nom dans une mission qu'il n'a pas effectuée, ou bien par personne interposée et gère des marchés publics, il doit frapper fort. Il doit frapper fort. Moi, je crois qu'il faut laisser le temps au temps. Le président vient de faire un salaire pour les TC, les SGM, machin, tous ces messieurs-là. Peut-être, de façon chronologique, peut-être il a un chronogramme. Avec le temps, il va fixer aussi un salaire pour les directeurs d'école, les directeurs de CEG et consorts. Et là, tout le monde aura sa part. Mais il ne pourra le faire lorsqu'il n'a pas de richesse. Il faut que nous nous battons pour créer suffisamment de richesses, ces richesses qui vont améliorer nos conditions de vie. De ce point de vue, moi, je voudrais exhorter le président de la République, parce que c'est lui qui a la clé du Bénin en main aujourd'hui. Ce qui se passe n'arrange personne. On n'a qu'à trouver les vrais moyens, on n'a qu'à tenir un discours franc, sincère, des choses qu'on peut réaliser. Il ne s'agit pas de dire, je vais faire ceci, je vais faire cela. Non. Aujourd'hui, autant que nous sommes des hommes mariés. Je ne donne à mon épouse que ce que mes moyens d'aujourd'hui me permettent de lui donner. Avant, nous avons des possibilités, nous trouvons de l'argent d'une façon quand même plus relaxe, plus facile. Aujourd'hui, les choses deviennent plus difficiles. Si tu es un homme responsable, tu appelles ton épouse, madame, tu vois, je gagnais de l'argent, je ne faisais pas, j'avais la possibilité de gagner de l'argent, mais aujourd'hui, les choses deviennent difficiles. On ne gaspille plus. Il y a des choses sur lesquelles on met des croix. Est-ce que vous voyez très bien? Vous discutez, vous dialoguez. Vous savez, en politique, j'ai gardé de M. Pognon-Gracien une phrase. Il dit, l'homme politique, c'est celui-là qui fait un effort de dialogue, le dialogue et la communication. Ça dit, celui-là qui a de grandes écoutes et qui communique. Donc, je crois que le chef de l'État doit faire l'effort de rassembler tous ces syndicalistes, de parler sincèrement avec eux. Et de se faire petit. Moi, je sais que c'est un monsieur qui sait quand même, s'il a réussi sur le plan personnel, il a les moyens pour réussir aussi sur le plan public. Et comme le disait Jean-Paul Sartre, l'homme n'est grand qu'à genoux. Dans le contexte actuel, se mettre à genoux, pas à genoux au sens physique, se faire totalement petit pour sauver l'essentiel, je crois que c'est lui qui gagnerait. Moi, je ne souhaite même pas que durant son mandat, qu'on parle d'une année blanche. Je ne veux même pas entendre parler d'année blanche dans notre pays. Nous, l'homme qui vous parle,
Nous avons été victimes de l'année blanche dans notre pays. En 89, nous avons été victimes de l'année blanche. Ce n'est pas bien. Il va falloir que tout le monde puisse ramener la balle à terre. Tout le monde. Et de ce point de vue, chers autres les anciens, aujourd'hui, il ne s'agit pas moi, je ne vois pas le président Talon. Le président Talon n'est qu'un passage. Il n'est pas un État. Il n'est pas un surhomme. C'est une corde tendue entre le bête et le surhomme. Il va faire son temps, il va partir. Mais lorsque nous allons nous accrocher à la personne du président Talon, nous allons faire reculer le pays. Si nous pensons donner des coups au président Talon, en vérité, ce n'est pas à l'homme que nous donnons des coups. C'est au Bénin que nous donnons les coups. Donc, de ce point de vue, moi, je voudrais que tout le monde revoie sa position. Les syndicalistes. Sans les syndicalistes, il n'y a pas de développement. Parce que lorsqu'un syndicaliste parle, tout tressaillit, tout bouge et tout le monde a peur. Ils ont une âme puissante dans leurs mains. Mais ils n'ont qu'à savoir utiliser cela. Je vois parmi eux des gens, Mounda Chirou, l'homme de CGTB, c'est un vieil ami. Nous avons fait le parti, notre cause commune ensemble. C'est un monsieur qui a un parcours. Et vous savez, dans la vie, on a vu beaucoup de choses. C'est un homme expérimenté. Je voudrais que tous ces messieurs-là, à qui je tends une main de solidarité, à qui je tends une main de cœur, puissent revenir en eux-mêmes pour pouvoir dire le président Talon ne compte pas. Le président Talon n'est pas, disons, le point final. Ce qui est fondamental, c'est nos enfants. C'est nos soeurs, nos parents qui meurent à l'hôpital parce que les gens ne veulent pas travailler. Ils ont certainement raison, mais je leur demande de voir. Le président aussi n'a qu'à essayer de revoir sa position. Vous savez, lorsque nous avons raison, c'est là, quand moi j'ai raison, c'est en ce temps que je deviens faible. Est-ce qu'on est confiant? C'est en ce temps que je deviens faible, quand j'ai raison. Et là, je me dis, j'ai déjà des moyens pour écraser l'autre. L'autre est sans défense. Et là, je me mets à la place de l'autre pour pouvoir avancer. Je demande au président de la République de faire appel à tout cela. Et j'exhorte aussi les anciens chefs de l'État. Ils n'ont qu'à essayer. Thévo Edré, avec tout ce qu'il a comme expérience aujourd'hui, le président Soglo, le président Amoussou, voilà des mines d'or. Le président actuel de Talon n'a qu'à faire un effort pour constituer autour de lui un panel d'hommes nantis d'une vaste expérience, d'hommes nantis d'une vaste culture, des gens qui ont le sens de l'État. Des gens qui ont déjà fait, qui ont pris par là et qui savent ce qui se passe quand on est face à tel problème. Monsieur Moussou Bruno, qui a quand même fait ses preuves dans ce pays, peut être d'un atout majeur pour la décantation de la situation actuelle dans le pays. Je voudrais même proposer au président de la République de négocier avec le président Moussou Bruno pour le déloger de l'Assemblée nationale pour en faire un conseil spécial. Je voudrais lui demander de voir les petits problèmes, les petites difficultés qu'il y a entre lui et les anciens là. Il faut que lui, il n'a qu'à essayer de régler ces problèmes pour que cela puisse lui parler, pour que cela puisse lui dire, tiens, en faisant ceci, on fait cela. Ceci donne cela, etc., etc. Et ce seraient des raccourcis qui vont lui permettre de faire des pas de géant pour l'atteinte des objectifs qu'il a pour le développement de notre pays. D'accord, nous allons poursuivre cette émission et on change de sujet à présent. Monsieur Victor Semassa. Semassa, voilà, autant pour moi. Dites-nous, quel est votre regard par rapport à la corruption, la lutte contre la corruption sous le régime Talon? Moi, je crois qu'il y a quand même un effort. Il y a une volonté manifeste de lutter contre la corruption. La corruption, c'est comme un serpent de mer. Et autant que nous sommes, ce qui fait reculer les pays, les États, ce qui crée de sérieux problèmes pour le développement des pays pauvres qui sont les nôtres, c'est la corruption. Est-ce que vous voyez bien? Donc, moi, je crois que tel qu'il est en train d'avancer, et tel que je vois les procureurs jouer leur rôle, il faut avancer. Certains parlent d'une lutte sélective. Mais j'ai vu les partisans du président de la République emprisonnés. Ce qui est important, nul n'est blanc comme il pense être et noir qu'il pense que les autres sont. Autant que nous sommes,
nous sommes des êtres fragiles, nous sommes des corps, nous sommes des hommes de tentation. Lorsque nous sommes face au réel, nous avons toujours une faiblesse pour mal faire, pour mal agir. Mais lorsque nous savons que demain, on va nous frapper fort, il va falloir que, autant que nous sommes aujourd'hui dans nos positions, qu'on fasse beaucoup attention. Mais si quelqu'un vole, le mal n'a qu'un nom. Si dans ce bureau, il y a, disons, quelque chose qui est pourri là, on ne va pas vous dire que la chose est pourrie. Lorsque vous rentrez, vous serez envahi par l'odeur de la pourriture. Moi, je crois qu'autant que nous sommes, nous devons faire l'effort pour respecter les fondamentaux des postes qu'on nous a confiés. Si quelqu'un, il a dit que il ne faut pas attendre, les tests ne nous permettent pas de faire ceci, et nous faisons cela, eh bien, c'est à nos risques et périls. Si en son temps, cela est découvert, nous allons supporter et porter la responsabilité. Donc, on ne saurait parler comment on appelle, de lutte sélective. Écoutez, vous qui êtes là, mon cher ami, si vous n'avez rien fait, on ne viendra pas vous chercher. Hein? Donc, c'est cela. Mais qu'est-ce que vous appelez même d'abord lutte sélective? C'est quelqu'un qui a dit aux gens d'aller voler. C'est quelqu'un qui a dit aux gens d'aller perturber ce qui est le bonheur, ce qui est le bien public devant assurer le bonheur de tout le peuple béninois. Mais certains collaborateurs diraient du chef de l'État aujourd'hui, est-ce que tous ceux-là sont propres selon vous? Mais écoutez, moi je ne peux pas parler dans la mesure où, disons, une commission d'enquête est révélée que, eh bien, telle personne a fait ci, ça. Mais dans le gouvernement actuel, les partisans du chef de l'État, je ne veux pas citer des noms, on a envoyé des gens en prison, des gens qui ne sont pas des moindres, des gens qui, dans leur région, ont pris des risques énormes pour l'avènement du pouvoir en place. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a certains qui se retrouvent aujourd'hui en prison. Le cas de Dayouri est là, non, mais écoutez, il n'a pas de mal à le dire. Il est en prison. C'est mon ami, c'est un ami à moi. Je suis peiné et ça me fait vraiment mal. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai pas encore eu le temps de lui rendre visite pour comprendre ce qui s'est passé. Voyez-vous, autant que nous sommes, c'est une situation qui m'a peiné moi personnellement. Mais écoutez, la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'il a. Voyez-vous, tel que moi je vois le président Talon, c'est un monsieur avec qui il faut faire attention. C'est-à-dire? Eh bien, même si tu es son frère, je suppose, et je le crois fondamentalement, même si tu es son frère et que tu te comportes mal, celui-là, je ne le vois pas je ne le vois pas. Parce que, voyez-vous, vous avez dit Dayouri tout à l'heure. Je vous jure que je n'ai jamais imaginé que le Rubicon pouvait être franchi jusqu'à ce niveau. Mais Dayouri est en prison. Et Dayouri n'est pas n'importe qui. Ancien ministre, ancien deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, ancien directeur général de la SONAPRA, ancien directeur général de la CNCB, du CNCB. Aujourd'hui, il est là. Je prie beaucoup Dieu pour que la situation soit décantée pour son bonheur, afin que rapidement, il puisse retrouver sa lumière. D'accord, nous allons évoluer toujours sur cette émission. Je rappelle que vous êtes sur l'émission La Vraie Version. Nous sommes à Porto-Novo, ville capitale. Comment cette ville est gérée selon vous, en tant qu'un citoyen résident ici à Porto-Novo? Porto-Novo n'est pas seulement la ville capitale. Nous avons 77 communes au Bénin. Et c'est la seule ville dont le nom est inscrit dans la constitution de notre pays. Du point de vue historique, c'est la ville où on a entonné pour la première fois l'hymne national du Bénin. C'est la ville dans laquelle on a proclamé l'indépendance de notre pays. C'est la ville qui a donné le premier homme politique du Dahomey. Je veux nommer le président Soro Minga Apiti, qui du reste a été le premier député du Dahomey et du Togo. En un mot, Porto-Novo, c'est la ville capitale, et pas n'importe quelle ville. Mais des gens, pour des raisons que nous ignorons, ont fait des complots contre le développement de la ville. L'histoire est là et l'histoire retiendra. Mais les gens n'ont qu'à reconnaître et retenir ceci. Le cordon ombilical du Dahomey, Bénin d'aujourd'hui, est enterré à Porto-Novo. Et lorsque nous n'allons pas prendre Porto-Novo au sérieux, lorsqu'on ne va pas restituer à Porto-Novo les attributs qui sont les siens, le Bénin risque d'être toujours à la remorque de l'histoire. Je ne le souhaite pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens n'ont qu'à savoir qu'une ville capitale est une ville capitale. Une ville capitale n'est pas un fait du hasard. C'est Dieu
disons, c'est la nature, c'est tout ce que vous voulez, hein, c'est toutes ces entités qui ont conféré à Porto-Novo la capitale du Bénin. Mais lorsque je rentre dans la ville, c'est la honte. C'est la honte. Tous les présidents, pour des questions de subjectivité, pour des questions de personnes, pour ci, pour ça, etc., pensent faire du mal à Porto-Novo. Vous ne voyez pas que, malgré tout ce qu'on investit à Cotonou là, malgré tout ce qu'on fait à Cotonou, vous ne voyez pas que Cotonou ne prend pas. Une seule pluie met en péril tous les millions, tous les centaines de milliards investis dans la ville. Alors qu'avec quelques petits efforts, on aurait développé la ville de Porto-Novo. Je voudrais exhorter le président Talon, que je remercie au passage, pour avoir lancé la route Missérété et Pont, Beau Rivage Missérété. Je voudrais le remercier pour avoir fait ça. L'histoire retiendra que c'est le président Talon qui a engagé une véritable mise en exécution des travaux importants dans la ville. Aussi, on a dit Porto-Novo est la capitale du Bénin. Et il faut qu'on arrête de faire de l'amalgame. Et moi, je suis prêt, j'attends encore celui qui va dire Porto-Novo est la capitale politique et administrative du Bénin. Quiconque qui tenterait de le faire, je vais le traduire en justice et le déférer devant la Cour constitutionnelle. Il n'y a pas deux capitales dans un pays. Et notre constitution est claire sur la question. Et je voudrais exhorter tous les journalistes à faire cet effort pour mettre dans la tête de ces subversifs, de ces ennemis de la capitale, de ces ennemis du Bénin qui continuent de parler de capitale économique, de capitale de capitale historique. Mais c'est des âneries, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Porto-Novo, c'est la capitale du Bénin, point barre. C'est sans débat. Quiconque qui tenterait, une fois encore, de dire que Porto-Novo est la capitale administrative ou politique du Bénin, nous allons le traduire devant la Cour constitutionnelle et le traduire devant les juridictions de notre pays pour violation, pour atteinte, disons, à la constitution de notre pays. Mais on n'a pas besoin de beaucoup pour faire Porto-Novo. Moi, je voudrais exhorter le président Talon à continuer. Nous lui tendons la main. J'exhorte toutes les forces représentatives, toutes les forces actives, toutes les divinités de Porto-Novo à l'accompagner, à le bénir, à lui donner beaucoup de force pour qu'il puisse faire beaucoup dans la ville de Porto-Novo. Au-delà de cette voie, la rocade, je prie beaucoup Dieu, mon rêve le plus ardent est que cette rocade devienne réalité avant la fin du mandat du président Talon, de même que le siège de l'Assemblée nationale. Quel siège? Vous voulez parler de quel siège? Mais on n'a pas le siège en construction. Ce siège est toujours en construction, selon vous? Vous savez, l'histoire est têtue. Là, on a déjà englouti plus de 14 milliards et que les études récentes ont montré que le site est tenable, ce n'est qu'une volonté politique. Moi, j'exhorte le président de la République à faire un pas de géant, à rentrer de façon majeure dans l'histoire de Porto-Novo. Il est d'ailleurs dans Porto-Novo parce que, bien avant, plus de 20 ans, il a conçu une maison à Porto-Novo. C'est parce qu'il a l'amour pour la ville. Et cet amour qu'il avait guidé a construit cette maison, que le Seigneur puisse remuer davantage cet amour dans son cœur pour qu'il puisse donner à Porto-Novo ce que les autres chefs de l'État, pour des raisons qu'ils ont et que nous autres nous ignorons, n'ont pas pu faire pour le développement de la ville. Et je voudrais aussi exhorter tous les Porto-Noviens à se prendre au sérieux. Lorsque je vois des personnalités de premier rang investies en train de construire, disons, des édifices de haut niveau dans la ville de Cotonou, je dis, ben, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est son argent et il est libre de construire. Mais non. Vous voulez parler de qui? Lorsque l'histoire vous donne la chance d'occuper des positions fortes, d'être de façon forte dans l'arsenal politique d'une ville et d'un pays, et que vous avez bénéficié du soutien d'une ville de façon constante sur plusieurs années, vous devez dire, voilà ce que je vous donne. Aider les téléspectateurs, les internautes à mieux vous comprendre. Vous parlez de qui? Moi, je dis, vous savez, le président Adrien Ngouedi, c'est mon ami personnel.
c'est mon ami personnel. Et il sait que les Porte-Nouviens l'ont soutenu. Il sait que les Porte-Nouviens lui ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Il sait que les Porte-Nouviens ont praté leur position administrative, politique et consort à cause de lui. Il sait que des gens comme Moucharaf Badamassi, Akadjamé Ernest, et Akondanou Jean-Pierre, et l'ancien grand chancelier Biokou l'ont accompagné, l'ont soutenu. Et il sait que le parti PAD a pris le nom de quelqu'un, le président Sourou Minga Apiti, et passe tous les matins devant la maison de Apiti pour aller dans sa maison. Je exhorte M. Adrien Mbedi fortement, et je le dis toujours, à tout mettre en œuvre pour qu'au moins le siège de l'Assemblée nationale soit une réalité achevée avant la fin de la législature en vigueur. Il aurait fait chose utile. Dans combien de temps? Mais mes chers amis, c'est-à-dire l'année prochaine. Mais écoutez, lorsque la volonté est manifeste, tout devient facile. C'est un chantier assez vaste. Hein? Mon cher ami, on a vu, regardez les tours administratifs de Cotonou. On a fait ça en moins de 2 ans. Lorsqu'on a la volonté, on met les moyens à la disposition, on va trouver des ouvriers. Je vous jure, s'il y a une volonté manifeste, en 6 mois, on peut finir cette affaire. En 6 mois, je vous dis, en 6 mois, on peut finir. Et moi, je lance ce défi politique au président Adrien Mbedi. C'est moi un défi que je lui lance. Et ce n'est pas le président Adrien Mbedi, c'est... Vous savez, moi j'ai dit, je me plais toujours à dire que quelque chose s'est passé au niveau du président Adrien Mbedi que je n'arrive pas à comprendre. Comme quoi? C'est l'homme politique le plus redoutable du Bénin. Depuis l'avènement du renouveau démocratique, il est celui qui est resté constant. Il a été président de l'Assemblée nationale. Il a travaillé avec le président Soglo Nicéphore. Il a travaillé avec le président Kérokou Mathieu. Il a travaillé avec le président Boni Yahi. Il travaille aujourd'hui avec le président Talon. Donc quoi? Ça veut dire qu'il a travaillé avec tous les présidents qui ont géré les affaires publiques de notre pays depuis l'avènement du renouveau démocratique. Il était dans une position forte qui lui permettait de tirer le drap au profit de sa ville, Porte-Nouveau. Parce que tous les projets de développement, forcément, passent devant le bureau de l'Assemblée nationale. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce monsieur n'ait pas pu faire quelque chose pour la ville? Nous sommes des observateurs. Une fois entre eux, on sait comment ça se passe. Parce que ce n'est pas facile aussi d'obtenir des choses pour sa ville. Vous le savez. Je crois que aujourd'hui, nous pouvons faire le point. Et c'est là que je suis d'accord avec lui. Pour son courage, lorsqu'il dit qu'il ne veut plus faire l'opposition. Il aurait fait cette option depuis toujours et Porte-Nouveau ne présenterait pas cette mine. Il faut qu'on le lui dise. Mais écoutez, vous savez, le gros problème du Bénin, c'est une hypocrisie souriante. Le Béninois qui est là, moi, le jour où j'aurai la chance de rencontrer le président Talon, je vais lui dire, monsieur le président, faites ceci, faites cela, etc., etc. Je vais vous donner un exemple banal qui n'a rien à faire avec ce que nous disons ici. Il y a un vieux ami à moi, à qui je rends visite, il dit, vous les jeunes d'aujourd'hui là, est-ce que vous savez préparer le terrain? Est-ce que vous savez comment prendre vos épouses pour qu'elles soient toujours contentes et prêtes à vous accompagner dans tout ce que vous faites dans la vie? Je dis, papa, je ne sais pas. Il dit, quand tu viens aller là ce soir, il faut préparer le terrain le matin. Je dis, qu'est-ce que préparer le terrain? Il me dit, mon enfant, lorsque madame est en train de cuisiner, rapidement, tu mets le fagot, comment on l'appelle tu coupes le fagot. Rapidement, lorsqu'elle est en train de mettre le feu, tu vas chercher l'eau, tu vas lui puiser de l'eau que tu amènes à la cuisine, tu vas lui chercher les plats, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Madame comprend déjà ce que monsieur veut. Et le soir, lorsque maman a déjà fini de travailler, d'arranger tout, c'est elle-même qui va à la douche, se laver et passer la poudre au cou. Et le reste se gère facilement. C'est ça, préparer le terrain. Ouais. Donc,
j'exhorte tous les Béninois autant que nous sommes à préparer le terrain. Et le même Dieu me dit, on n'a pas besoin de grands moyens pour faire des choses terribles dans la vie. Il dit, nous n'avons pas besoin de beaucoup d'argent pour faire des mariages sérieux. Il dit, voilà, si vous voulez d'une femme, ne cherchez pas à lui faire de grandes enveloppes. Ne cherchez pas à lui donner 100 000, 200 000, 1 million. Non. Celui qui donne 1 million à une femme, vous qui donnez 5 000, vous pouvez battre la personne. Comment? Vous allez, le soir, vous allez rendre visite à cette femme. Et vous lui dites, ah, je suis venu voir un ami dans ton quartier, je dis, je passe pour te dire au revoir, tiens, tu lui donnes 2 000. 2 semaines après, tu lui donnes 3 000. Voyez-vous, c'est de petits sous, mais qui ont d'importance et qui sont d'une utilité utile. Mais celui qui vient 1 an, 2 ans donner 1 million, vous allez le battre sur le terrain. Ça veut dire quoi? J'exhorte le président de la République à parler avec les syndicalistes, à leur dire que ça ne va pas. Nous tous, nous savons que ça ne marche pas. Nous savons qu'il y a des difficultés énormes de mobilisation de ressources. Nous savons que les bailleurs aussi qui avant donnaient facilement de l'argent ont des problèmes dans leur pays. Et je voudrais aussi exhorter les syndicalistes, mes chers amis, sans qui rien de grand ne peut se faire. Pour conclure en même temps. Absolument, absolument. Je voudrais exhorter tous les syndicalistes, ces grands messieurs qui ont beaucoup fait pour le développement de ce pays, qui nous ont permis de changer le statut de pays marxiste-léniniste à pays de démocratie, à comprendre et à donner, disons, un moratoire, à donner un temps au président de la République. Vous savez, reculer, arrêter de déposer les armes n'est pas un signe de faiblesse. C'est une grandeur d'esprit. Et c'est ça que je veux de ces syndicalistes-là. Je les prie de tout faire pour dire, tout le monde, il y a des gens qui nous comprennent, il y a des gens qui ne nous comprennent pas, mais nous, malgré tout ce qui se passe, nous allons déposer les armes et donner 1 an au président pour le laisser faire. Et dans 1 an, nous allons voir qui a raison ou qui a tort. Et je voudrais aussi exhorter le président de la République à revoir cette affaire de défalcation. Dans le contexte actuel, est-ce que c'est opportun? Ces conseillers n'ont qu'à véritablement réfléchir et lui parler honnêtement et sincèrement. Merci à vous, M. Victor Semassa. Mais oui, c'est bien ça. Merci à vous, mesdames et messieurs, chers internautes. Ce sera donc tout pour cette émission. La vraie version, nous sommes bel et bien ici à Porto Novo, la ville capitale. Merci une fois encore à vous et on se dit à dimanche prochain pour un autre numéro. Au revoir.